Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais vous présenter un à un quand on va se parler. Permettez-moi de me présenter également. Je m'appelle Paul de Brême, je suis communicant et consultant dans le domaine de la communication, surtout pour des structures en sciences, en santé, et ravi d'animer donc cette grande journée avec vous. Je voulais vous signaler aussi que vous allez pouvoir poser des questions à Mathieu Bolimard, à nos intervenants dans nos tables rondes, parce que vous avez sur votre badge un QR code. Donc vous le prenez en photo et ça va vous donner la possibilité de poser vos questions écrites. Moi j'ai une tablette, vos questions m'arrivent, je les pose et on peut comme ça discuter tous ensemble. Voilà comment on va faire. Alors, et pour le live aussi d'ailleurs, vous qui êtes sur Internet, vous avez sur la droite la possibilité également de poser vos questions dans une colonne. Commençons avec vous, Pascale Gerbaud-Anglade. Vous êtes la présidente du conseil central de la section B, qui représente les pharmaciens de l'industrie. Vous êtes nouvellement élue, alors on va commencer avec une femme nouvellement élue, et également pharmacien responsable intérimaire dans un laboratoire exploitant. Donc dans cette table ronde, on veut se projeter dans l'avenir. Dans cette table ronde, on veut se dire qu'est-ce qu'on fait là avec toutes ces grandes évolutions qui apparaissent. Et vous m'avez dit, l'industrie est à un carrefour. En quoi, pour vous, l'industrie est-elle à un carrefour? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça fait longtemps qu'on dit que, en fait, l'industrie est en mutation. Aujourd'hui, le carrefour qui s'ouvre à nous, c'est, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui va modifier de façon extrêmement substantielle nos pratiques. Je reviendrai sur l'indépendance professionnelle parce que c'est très important de comprendre en fait quel va être l'impact de ces nouvelles technologies. Et puis, et je sais qu'on ne va pas forcément parler d'économie, mais l'industrie devient globale avec on va dire des contraintes au niveau des prix et voilà, sans faire d'économie ni de politique. La politique américaine en termes de fixation des prix et des tarifs a un impact sur notre industrie. Voilà, donc c'est les deux grands défis qui nous attendent. Est-ce qu'on ferait un petit focus avec vous sur l'intelligence artificielle? Je sais que d'autres personnes vont en parler, hein, c'est assez général comme préoccupation. Comment est-ce que vous la voyez, cette intelligence artificielle? Elle est déjà plus ou moins présente, elle va se développer. Opportunité, risque, voilà, c'est une chance ou pas? C'est les deux, en fait. C'est les deux. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et je ne suis pas experte dans le domaine, elle aide déjà beaucoup de métiers à faire des choses plus vite que, je dirais, une évaluation humaine. Et puis je crois qu'il faut vraiment distinguer l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle générative. C'est deux sujets qui sont différents. Et ce qui nous attend, c'est comment on garde, j'allais dire, la maîtrise de la décision pharmaceutique. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc on sera voilà, extrêmement vigilant en tant que professionnel et professionnel ordinal, à la fois d'accompagner nos consoeurs et nos confrères, et puis d'éclairer d'autres parties prenantes sur des risques potentiels en fait, qui amèneraient en fait, l'humain pas au centre de la décision. Et dans vos métiers de l'industrie, vous la voyez apporter quel genre de service? Eh bien, si je prends, alors je vais prendre des exemples très concrets, par exemple l'évaluation d'un signal en pharmacovigilance, la revue qualité-produit, ce sont des activités qui charrient énormément de données. Donc forcément, l'intelligence artificielle va pouvoir traiter un nombre de données voilà, extrêmement importantes avec acuité et en un temps que, on va dire, les hommes ne peuvent pas forcément avoir. Et donc les risques associés, c'est le fait de déléguer trop de choses, de perdre la main?
Alors, le risque, alors c'est amusant que vous parliez de délégation, parce que moi je vais aussi parler de sous-traitance, et la sous-traitance, c'est pas forcément uniquement l'intelligence artificielle, mais la maîtrise des opérations pharmaceutiques, elle est très importante, enfin, c'est le cœur de nos métiers industriels. Et il faut bien comprendre ce que la sous-traitance et également la délégation à d'autres technologies en fait pourrait impacter la décision. C'est pour ça que je parle vraiment de décision pharmaceutique. Alors là, vous avez plus ou moins la main, enfin vous avez une capacité à pouvoir éventuellement orienter les choses, à faire valoir un certain nombre de points de vue, etc., sur la manière dont cette IA va être implémentée dans vos structures industrielles. Mais pour l'autre volet, qui est le côté géopolitique, les tarifs douaniers, etc., là, c'est quelque chose que le pharmacien responsable, ou le pharmacien plutôt, subit, si je puis dire. Mais je pense qu'on est toujours en fait en adaptation de notre environnement. C'est-à-dire que, et quand je parle d'adaptation, c'est pas forcément uniquement réactif, parce que là, on pourrait imaginer, voilà, compte tenu de la disruption que l'on voit, et c'est pas uniquement le secteur pharmaceutique, mais d'autres secteurs sont un peu en réaction. Moi, je prône beaucoup la compréhension de l'environnement et notre capacité à prévoir les changements. Donc là, on est vraiment au cœur de ce que l'on veut faire. Et puis, voilà, on n'a pas forcément la maîtrise de cet environnement géopolitique. Et bien pour autant, on continuera à porter nos positions et on reparlera de l'ordre tout au long de cette journée. Nous avons une chance incroyable d'avoir l'ordre à nos côtés, j'allais dire au quotidien. Qu'est-ce qu'il vous apporte là en l'occurrence ? Il nous apporte un ancrage extrêmement important sur notre exercice professionnel. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. Alors on va continuer avec un autre nouvel élu, c'est Jean Brévillier. Alors Jean Brévillier, vous êtes président du conseil central de la section C. Ce sont les pharmaciens de la distribution en gros, pharmacien responsable au sein d'un groupe français de répartition. Alors, quand on a discuté ensemble, il y a un sujet dont vous avez parlé en premier, qui était le sujet de la sécurité. Vous êtes préoccupé par la question de la sécurité. En quoi est-ce qu'elle est un sujet de préoccupation ? Oui, Paul. Effectivement, la sécurité et la sûreté, on peut dire, de nos établissements est un sujet qui nous interroge aujourd'hui, parce que les trafics ciblent essentiellement jusqu'à présent, on va dire, les officines avec des fausses ordonnances, et fort de constater que les dispositifs de sécurisation des ordonnances arrivent à diminuer ces difficultés. Et je me souviens, il y a quelques années, en Conseil Central C, nous avions reçu l'OCLAESP, l'Office central de lutte aux atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui nous alertait et qui nous avait dit « vous serez les prochaines cibles ». Alors on n'y croyait pas sur le moment. Vous serez les prochaines cibles. Oui. Oh. Alors on ne va pas faire de dramatisme non plus, mais voilà, grossistes, distributeurs, dépositaires, et puis les transporteurs, qui sont les liens entre tous les acteurs de la chaîne. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit, effectivement, nous y sommes, effectivement, on constate des incidents, et je dirais de la démarque inconnue qu'on appelait ainsi, avec quelques petites boîtes disparues à gauche, à droite. Aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur, on est au carton, à la palette, et puis tout ça avec une organisation, voire qui des fois est presque supérieure à la nôtre, organisation criminelle bien sûr, et qui souvent trouve des complicités dans les différents réseaux qui existent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on peut réagir ? On peut faire pas mal de choses, oui. Ouais. Alors on constate que lorsque ça nous arrive, on est un peu dans l'émotion, on est perdu quand on est pharmacien. Est-ce que ça vous est arrivé ? Oui, ça nous est arrivé, oui, bien sûr. Et tous les confrères, quand on en parle, en fait, on s'aperçoit que tout le monde a eu des problèmes. D'accord. Et là, ça devient un peu plus récurrent.
Et donc j'ai proposé au bureau, dans la feuille de route de la section C, d'engager une réflexion justement pour identifier un petit peu comment accompagner les pharmaciens de la distribution pour pas se sentir, comme moi j'ai pu l'être aussi, qu'est-ce que je dois faire lorsque ça m'arrive. Et donc avec l'appui de toutes les parties prenantes, il y a l'OCLAES, mais il y a aussi les autorités de santé, la NSM et d'autres encore, on souhaite collecter en fait les bonnes pratiques, les bons repères, les bons réflexes, pour proposer à nos confrères de la distribution des fiches réflexes et comment je dois faire quand ça m'arrive, comment je dois réagir, à qui je dois m'ouvrir, qui contacter, et puis surtout comment me protéger et prévenir, quelles actions faire dans nos entreprises pour prévenir ces difficultés. Pour prévenir ces vols. Bon. Alors il y a un autre sujet qui vous concerne et qui est dans l'esprit de certains citoyens, c'est la question des pénuries de médicaments qui se produisent parfois. On va à la pharmacie et non, ça ne marche pas. Alors souvent, le pharmacien appelle un autre pharmacien pour dire est-ce que tu en as. Enfin, voilà, il y a tout un réseau de solidarité qu'on sent là. Mais comment est-ce que... C'est une situation très peu confortable dans laquelle vous vous trouvez, vous, les distributeurs? Oui, complètement. Complètement, parce qu'on est vraiment les intermédiaires. Alors certains disent nécessaires, et on le pense aussi. Je rajouterais moi qu'on est précieux dans l'interface entre l'industrie pharma d'une part et puis les différents destinataires, les officines, les hôpitaux et autres bénéficiaires des médicaments. Alors, on est au carrefour aussi de la gestion des pénuries. Forcément, quand on est l'intermédiaire, on est aussi là-dedans. Et donc aujourd'hui, on voit que la situation des ruptures complique en fait le quotidien de nos confrères. On subit aussi la pression des pharmaciens d'officine qu'on comprend face à la pression de leurs patients retranscrivent un petit peu leurs difficultés. La pression aussi des distributeurs qui parfois nous demandent de faire des choses un peu compliquées, pas des distributeurs, des exploitants. Lorsqu'on a un stock réduit, comment le distribuer ? Et en fait, on a en plus, à côté de ça, les autorités qui en permanence nous interrogent, nous confrontent sur notre rôle et notre implication dans la gestion de ce sujet qui fait l'actualité. Donc situation vraiment inconfortable. Complètement. Alors, avec les confrères de la section C, en fait, on a parfois l'impression à devoir traiter finalement des situations dont on n'est pas à l'origine, mais à nous de trouver les solutions. Alors le mot-clé, moi je dirais dans ce sujet, il est simple, il s'appelle répartir. Et sans doute que cette répartition, alors tout ça dans l'intérêt de la santé publique et des pharmaciens, mais la répartition en fait elle s'opère à deux niveaux, d'après moi. Le premier niveau c'est celui des dépositaires, qui sont les garants de la juste répartition des dotations qui leur sont fournies vers les répartiteurs sur le territoire national. Et puis bien sûr, le deuxième niveau, c'est celui des grossistes, dont le rôle essentiel s'inscrit même dans leur nom, grossistes répartiteurs. Et donc avec les officinaux, on déplore aussi, on va dire, un certain nombre d'initiatives ou de modèles de distribution qui sont conséquents à ces gestions de pénurie. Je me rappelle d'un confrère officinal qui me disait mais il y a bientôt autant de canaux d'approvisionnement et de commandes qu'il y a de références et de spécialités. Donc ça ne va pas, on voit bien. Et donc il faut absolument que, avec les autorités, avec toutes les parties prenantes, on s'oriente vers un dispositif qui puisse mieux favoriser, coordonner, fluidifier la gestion de l'information. C'est quoi un dispositif? Ça ressemble à quoi? Alors vous savez qu'on a un décret qui est attendu, qui va missionner l'ordre, enfin qui va donner le cahier des charges à l'ordre pour monter en place un outil, un système d'information qui permet à toutes les parties prenantes de la chaîne pharmaceutique de venir renseigner justement ces informations pour fluidifier. Et moi ce que j'appelle vraiment, c'est qu'on trouve la meilleure solution pour une interopérabilité entre tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, les industriels ont des infos, les grossistes ont des infos, les officines, a priori, n'en ont pas. Donc il faut qu'on trouve comment harmoniser tout ça et que les parties prenantes, celles qui ont les manettes pour prendre des décisions, puissent bien les prendre. Est-ce que tous ces acteurs, est-ce que toutes ces parties prenantes sont prêtes et prêts à jouer le jeu? Il me semble que tout le monde est engagé. Il y a intérêt. Voilà, on a tous signé une charte il y a quelques mois, donc tout le monde y a intérêt, effectivement. Tout le monde y a intérêt.
Alors, Madame Wolfsthal, ce sujet des difficultés d'approvisionnement, il pose une question plus large, qui est celle de l'accès aux soins. Oui, en effet. Alors peut-être pour compléter effectivement un tout petit peu les propos qui viennent d'être tenus, la loi a confié à l'ordre la responsabilité de mettre en place un système d'information donc basé sur le dossier pharmaceutique rupture, outil déjà existant, qui permet déjà la transmission d'informations sur les médicaments qui sont en rupture. Mais là, par cette loi, l'ordre est missionné avec en partenaire, bien sûr, la Direction générale de la santé, la NSM et la Caisse d'assurance de maladie, de construire ce système d'information sur la disponibilité des médicaments. Parce que la grande question qu'on s'est tous posée, notamment pendant les pénuries qu'on a tous vécues et qu'on continue de vivre, c'est où sont les boîtes ? Où sont les boîtes ? Elles existaient quelque part. Toute la chaîne entre, en effet, l'exploitant, les métiers de la distribution, les officines, l'hôpital, eh bien c'est un gros point d'interrogation. Donc l'objectif de ce système d'information, c'est justement de pouvoir répondre à cette question par plus de transparence sur la disponibilité des médicaments à chaque étape de la chaîne. Donc maintenant, on attend, comme Jean l'a dit, le décret issu de la loi qui va donner le cadre de ce système d'information. Bon, plus 2 ou 3 textes réglementaires qu'il va falloir attendre également. Et en fait, ce système d'information va donner tout simplement les données, les informations dont les pouvoirs publics auront et ont besoin pour prendre des décisions de police sanitaire, des décisions de répartition différentes, pour assurer justement, en fonction de la disponibilité, la répartition homogène et équitable sur tout le territoire. Mais en effet, cette question de pénurie de médicaments, c'est un des aspects de difficulté d'accès aux soins dont souffrent nos concitoyens. On parle beaucoup, bien sûr, d'accès aux professionnels de santé, bien sûr, les déserts médicaux, enfin voilà, l'accès aux spécialistes et l'accès donc aux professionnels de santé. Mais c'est pas que ça. C'est globalement l'accès aux soins, c'est les produits de santé et les professionnels de santé. C'est l'ensemble. Philippe Benoît, à votre côté, nouvellement élu également, donc en juin, vous êtes le président du conseil central de la section H pour les établissements de santé ou médico-sociaux et les services incendie et de secours. Et vous, dans la vie civile, si je puis dire, vous gérez des essais cliniques et des prescriptions informatisées. On parlait de pénurie de médicaments. Cette pénurie dans les établissements, elle vous préoccupe également ? Alors, oui, tout à fait. Dans les établissements de santé, les pénuries de médicaments, elles sont aussi nombreuses qu'en ville. Elles peuvent être différentes parce que on n'a pas tout à fait les mêmes traitements, les mêmes molécules, les mêmes présentations. Et donc, peut-être que dans un certain nombre de situations, on a finalement un approvisionnement qui est différent. Nous n'allons pas avoir les mêmes ruptures sur les produits qu'en officine de ville. Et puis on a un secteur sur lequel on a aussi des ruptures, qui sont les dispositifs médicaux stériles, puisqu'ils font partie du périmètre des PUI. Et là, on a énormément de ruptures qui passent peut-être plus sous silence, à la fois sur des produits qui vont du pansement, mais aussi sur des produits de soins essentiels, comme les perfuseurs et tout ce qui est drapage opératoire, qui sont très consommateurs de produits souvent dérivés du pétrole et pour lesquels on a un certain nombre de ruptures. Et alors, il y a un sujet qui vous importe pas mal, c'est la pénurie de pharmaciens formés, d'une certaine manière. Pour exercer un établissement de santé, il faut être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées. Et apparemment, certains se disent, réglons les choses, simplifions, faisons en sorte que des pharmaciens en établissement, qu'il y ait une sorte de dérogation, il n'ait pas plus besoin d'avoir obtenu ce diplôme. Bon, alors là, on a peut-être pris un petit raccourci en fait sur la question. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Pour pouvoir exercer en PUI, donc en pharmacie à usage intérieur, il faut être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées.
qui est obtenu par les pharmaciens suite au parcours de l'internat pendant 4 ans, avec des unités d'enseignement qui sont spécifiques, qui vont nous permettre d'aborder le dispositif médical, la stérilisation, la pharmacotechnie, donc toutes les préparations stériles, non stériles, et puis des éléments de pharmacie clinique et de gestion. Donc en fait, ce DES, en fait, il correspond à un niveau de compétence qui est nécessaire par rapport à l'exercice en PUI, sur des établissements qui sont, bien sûr, on a l'exemple des gros établissements, des CHU, de cliniques médico-chirurgicales, donc avec toutes ces approches et ces prises en charge spécifiques. Et puis, le maillage des PUI, il va aussi sur un certain nombre d'établissements, il est très fin. Dès que vous avez un établissement sanitaire ou médico-social, vous pouvez avoir une PUI. Et donc, on constate depuis plusieurs années qu'on a une pénurie de pharmaciens titulaires du DES pour pouvoir exercer dans ces PUI. Donc, une vraie réalité de terrain sur la difficulté à faire fonctionner ces structures qui sont essentielles à la prise en charge des patients dans les établissements santé et médico-sociaux. Donc, oui, alors pourquoi on a cette pénurie? Premièrement parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment anticipé la formation. Donc là, depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de formations au niveau des internes et d'ouverture des droits au concours, ce qui permet de compenser en particulier une partie des départs à la retraite, mais qui n'est pas suffisant parce que, bien, comme vous l'avez souligné, il y a des postes qui sont vacants. Et puis parce que c'est peut-être aussi le succès, c'est-à-dire qu'en fait, dans les dernières années, depuis la création de la section H il y a 20 ans, le nombre de pharmaciens a doublé. Donc il y a aussi un besoin qui est différent, une approche qui est différente, avec des nouvelles missions des pharmacies sur la pharmacie clinique, sur l'accompagnement du patient en pluridisciplinarité. Et donc c'est pour ça qu'on a cette difficulté. Alors, quelles sont les réponses à apporter? Je l'ai souligné, il y a la question de la formation complémentaire. Après, est-ce qu'il faut se passer du DES? Ce n'est pas l'esprit des textes actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des opportunités à des pharmaciens qui souhaitent exercer en PUI d'acquérir une compétence qui soit l'équivalence du DES et qui permette d'exercer en PUI. Je pense que c'est aussi un droit de chaque pharmacien, dans une reconversion professionnelle par exemple, de pouvoir accéder à ces exercices. Mais ce qui nous paraît essentiel, c'est que l'exercice en PUI, c'est un exercice qui est spécifique et donc qui nécessite une formation. Et donc il faut que la formation, elle soit à la hauteur de l'exercice dans ces structures. Que la formation reste à la hauteur. On continue avec vous, Madame Berthelot-Leblanc. Vous êtes présidente du Conseil central de la section E. Ce sont les pharmaciens des départements et collectivités d'outre-mer qui, et les pharmacies, les départements en tout cas, font face à des situations très particulières, parfois très délicates. Il y a une spécificité là en outre-mer assez grande. Oui, tout à fait. Ouais. Vous savez qu'en outre-mer, on a des conditions climatiques parfois qui impactent notre métier de pharmacien, comme les cyclones. On a eu un cyclone très grave à Mayotte en 2024, il y a encore toujours des dégâts. Je discutais avec un de nos élus qui est parmi nous aujourd'hui, et il nous expliquait que la reconstruction de Mayotte est très longue, et donc comme d'habitude, nos pharmaciens, quel que soit leur métier, ont su s'adapter pour faire face et être toujours présent pour les patients. L'adaptabilité, j'ai l'impression que ça c'est un mot-clé pour les pharmaciens dans ces territoires. Tout à fait, qui sont très diversifiés et qui ont des spécificités. Comme on a un ministère de l'Outre-mer, on a une section E depuis 79 ans. 79 ans? Oui. Ah d'accord. Puisque donc c'est les un 80. an après, oui. Voilà. D'accord. Et donc il y a eu besoin de faire cette section pour justement que nos pharmaciens puissent faire remonter leurs spécificités, leurs contraintes parfois. Alors on a des besoins en hausse dans ces régions avec une population qui est vieillissante. En Martinique, vous me disiez en 2050, ce sera le département où il y aura le plus de personnes âgées en proportion de la population. Alors
il y a cette question aussi, Alors absolument. là aussi de la pénurie. Alors justement, médicaments. d'ailleurs, on a continué le Tour de France qu'avait commencé notre présidente du National pour aller à la rencontre de nos confrères en Martinique. Parce que voilà, en Martinique, il y a deux phénomènes. Il y a le vieillissement de la population. La Martinique a perdu 60 000 habitants, ce qui est énorme, et une baisse de la natalité. Donc, on a été rencontrer le directeur de l'ARS et une sénatrice, Madame Catherine Conconne, pour parler de ces problèmes et de l'avenir de la Martinique, qui sera certainement aussi l'avenir de la Guadeloupe, hein, puisqu'on est des îles qui se suivent, qui ne sont pas loin. Et donc, il faut absolument qu'on soit très attentif au maillage pour que la population puisse avoir accès aux soins et qu'on tienne compte aussi des problèmes dans les PUI, parce qu'on a des gros problèmes de recrutement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ravis d'avoir soutenu en tout cas le projet d'avoir un 3e cycle anti-Guyane. Donc ça y est, on aura des internes en Guadeloupe et en Martinique, et peut-être aussi à Cayenne. Ça, c'est décidé. Ça, je crois que c'est presque la fin. Presque. D'accord, on y arrive. C'était un travail de longue haleine? Ah oui, très long. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Ouais. Et on espère aussi avoir la même chose pour La Réunion et Mayotte, où on espère aussi avoir des internes, parce qu'on sait que... Alors, avoir des internes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce qu'avait expliqué notre président de la section H. En fait, c'est permettre aux étudiants de faire leur 3e cycle dans une faculté qu'on n'avait pas encore en Outre-mer. Et donc là, ça va être chose faite. Et on espère faire la même chose pour Mayotte et La Réunion, qui ont aussi de gros besoins de formation. Et on sait que 80% des étudiants, en fait, ils restent dans la région où ils ont été formés. Donc ça sera pour nous une attractivité et une solution pour justement que ces postes soient occupés, pas forcément par des domiens, mais par des internes qui seraient intéressés par les spécificités d'exercice en Outre-mer. Merci. Alors, continuons avec Philippe Piette. Vous êtes le président du conseil central de la section G, donc les pharmaciens biologistes médicaux, et vous-même, vous êtes biologiste médical dans un laboratoire privé en Dordogne. Est-ce que vous avez le sentiment que la formation, les compétences de ce biologiste médical, pharmacien, sont suffisamment à la fois reconnues et employées, si je puis dire? Alors, prenez bien un micro. Surtout pas. C'est ce que je dis tous les ans, hein, donc je vais le répéter encore une fois. D'accord. Malheureusement, moi c'est ma première fois. Faute d'être entendu. En fait, les biologistes médicaux sont forts d'une formation de médecin ou de pharmacien et d'un internat commun, concours exigeant, qui donne l'accès aux tests de biologie médicale, et ils deviennent biologistes médicaux. Donc ils ne sont pas assez connus, ils ne sont pas assez reconnus, et d'ailleurs on parlait d'attractivité tout à l'heure. L'attractivité est là, c'est-à-dire que finalement tous les postes à l'internat sont pourvus, et même parmi les premiers. Seulement, le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de postes ouverts, parce que alors, la démographie est en tension, mais malgré tout, on pourra se poser, je reviendrai tout à l'heure, sur la notion de l'organisation de l'offre de soins en biologie médicale, avec une pertinence associée aux besoins des territoires, aux besoins des praticiens médecins, aux besoins des patients. Et donc, on en reparlera un peu plus tard. Par contre, les biologistes médicaux, donc forts de cet internat, qui les qualifient et qui leur donnent des éléments en sémiologie, en clinique et en pathologie, ont tout à fait la capacité de gérer les patients dans l'offre de soins pour les orienter. Je rappelle que 70% des diagnostics, les suivis sont effectués dans les laboratoires de biologie médicale. Les biologistes médicaux sont les premiers à avoir finalement les informations concernant les patients et donc à pouvoir les orienter au mieux dans une pertinence aussi, parce que on s'est mis à faire de la médecine de brousse. Vous le savez, c'est une vérité pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, le nec plus ultra en termes de prise en charge des patients, ce sont les médecins. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont la compétence la plus complète. Il en manque. Donc finalement, on est arrivé à déléguer, à redonner des tâches diverses et variées
pour essayer de pallier ce manque au niveau des médecins. Et on est arrivé à faire une médecine, je dirais, un peu, on parlait d'IA tout à l'heure, une médecine un peu binaire, c'est-à-dire avec des logigrammes de décision où on demande au patient s'il a ceci, s'il a cela, et puis finalement on arrive à la décision et à l'orientation. Alors ça se pratique en Afrique, mais désolé pour les Africains, et pas partout, hein, c'est-à-dire dans la brousse, hein, tout simplement, et pas dans les grandes villes d'ailleurs. Je connais des laboratoires africains qui fonctionnent particulièrement bien et des zones qui sont particulièrement couvertes, mais quand il y a un déficit de professionnels, eh bien, on s'en remet aux professionnels que l'on peut. Donc, il est aberrant que les biologistes médicaux, avec leurs compétences, n'aient pas été pris en compte dans ce schéma, parce que avec un internat commun avec la médecine, ils ont tout à fait les capacités de gérer ces situations. Et on parlait d'attractivité, j'ai entendu parler d'attractivité tout à l'heure. Je me permets de vous signaler qu'on va ensuite avoir tout un moment où on va spécifiquement parler d'attractivité. Absolument, mais un petit mot là-dessus. Les biologistes médicaux qui rentrent dans le métier, finalement, on n'a pas de problème de nombre, via le concours de l'internat, c'est-à-dire qu'il en manque. On essaye de se battre tous les ans pour avoir une augmentation des postes, ce qui n'est pas facile. Par contre, les biologistes médicaux sont déçus de leur exercice, de ne pas être reconnus, d'avoir été tant formés pour finalement être réduits à des producteurs de résultats au niveau des plateaux techniques. Et donc il y a une grande partie des biologistes médicaux qui maintient malgré tout cette activité auprès du patient, mais il y a une partie qui est désabusée, qui se maintient au niveau des plateaux techniques, et il faut ramener des biologistes médicaux dans les sites de laboratoire, parce qu'il y a une part non négligeable de biologistes médicaux qui le font, et à partir de là, ces biologistes médicaux, je dirais, sauvent des patients tous les jours, dans la pertinence, etc. Et on parlait d'IA tout à l'heure et de binarité, parce que l'IA finalement c'est assez binaire, hein, et la médecine n'est pas binaire. Binaire dans quel sens ? C'est-à-dire qu'on peut avoir des critères Oui. d'une manière générale, on peut avoir des critères, mais seulement le problème c'est l'appréciation des critères. Et pour ça, la culture médicale apporte de la finesse dans cette appréciation qui peut changer le destin de pas mal de patients. Et donc les biologistes médicaux ne sont pas pris à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Le message est passé. Alors vous parliez d'IA. Madame Wolfstahl, est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur cette IA ? Ce que je comprends, c'est on se dit, voilà, il y a des opportunités probablement, mais il faut rester vigilant. Oui, mais comme on le disait, hein, l'intelligence artificielle, c'est à la fois, moi je le considère surtout comme une opportunité à condition de mettre les garde-fous qui vont avec. Et d'ailleurs, l'Europe s'est dotée des textes justement qui permettent de mettre en place ces garde-fous. Et toute l'éthique, et évidemment, on est attaché au côté éthique de cette intelligence artificielle, avec notamment l'utilisation des données. L'accès aux données, et ça c'est un sujet qui nous préoccupe. On participe d'ailleurs aux discussions européennes, puisque nous-mêmes, avec le dossier pharmaceutique, c'est l'ordre, bien sûr, puisque l'ordre en tant qu'opérateur du dossier pharmaceutique et donc d'une base de données qui est l'une des plus grosses, je crois, en termes de données de santé européennes. Donc on est évidemment très attentif à cette utilisation des données, comme je le disais, au travers du dossier pharmaceutique. On travaille, on a 2 ingénieurs qui sont qualifiés en intelligence artificielle au sein de l'ordre pour justement faire évoluer nos outils, d'abord ceux du dossier pharmaceutique, mais aussi en interne, parce que comme toutes les entreprises, on est bien conscient de l'intérêt d'utiliser un certain nombre d'outils dans la vie quotidienne de l'entreprise ordre. Mais surtout, ce qu'on regarde, c'est l'impact qu'aura l'intelligence artificielle sur nos métiers. Alors, tous, on sait que maintenant, on a des algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle, parfois sans qu'on le sache. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il y a d'autres perspectives de développement. On utilise des logiciels qui fonctionnent, on est très content et on se demande s'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle qui s'est glissée à l'intérieur. Exactement. Donc le tout, c'est d'être bien informé, bien conscient pour utiliser l'intelligence artificielle comme un outil. Alors,
c'est très galvaudé ce que je vais dire, mais moi je suis persuadée que l'intelligence artificielle va faire un pharmacien augmenté et non pas un pharmacien remplacé. Parce que c'est la grande crainte, je pense, pour beaucoup de professionnels, c'est de se voir remplacés par l'intelligence artificielle. Nos métiers, tous métiers confondus, sont des métiers de contact, des métiers d'humain, des métiers de relationnel, d'empathie, de bienveillance. Et alors, bien sûr, on peut imaginer des robots qui vont pouvoir faire tout ça, mais on voit bien l'attachement des Français quand même à leurs professionnels de santé, qu'ils soient pharmaciens, infirmiers, médecins. Et ce contact de proximité, il est nécessaire. Donc, en revanche, l'intelligence artificielle va nous faire gagner du temps, va nous permettre d'avoir accès à des données auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui et qui vont nous permettre de mieux prendre en charge le patient, parce que justement, on aura eu les données de biologie médicale, on aura eu les données de sortie d'hospitalisation, et d'avoir ces données rassemblées vont permettre aux pharmaciens d'officine, par exemple, mais encore une fois à tout un chacun, de mieux prendre en charge le patient. Donc oui, ce sont des opportunités. Oui, il y a un certain nombre de règles, de prudence et d'encadrement auxquelles il faut veiller et auxquelles nous veillons. Et puis des outils qui vont indéniablement nous faciliter la vie. Ça fait partie du rôle de l'ordre d'être attentif à cela. Hein. Bien sûr, pour le côté justement éthique et déontologique autour de l'utilisation de ces outils et de ces algorithmes. Et puis aussi, j'imagine, en protection de la santé publique. Protection de la santé publique, protection des données de patients, et puis protection de nos données aussi. Voilà, donc ce sont des vrais sujets qui, je crois, ne sont pas uniquement spécifiques aux pharmaciens, qui préoccupent beaucoup de professions aujourd'hui, mais on est bien entouré, bien formé, voilà, pour suivre tous ces sujets-là de près. Alors, à votre côté, un autre nouvel élu, c'est Bruno Galland. Bruno Galland, vous êtes le président du conseil central de la section A. Donc, ce sont les pharmaciens titulaires d'officine. Et vous-même, vous êtes pharmacien depuis 30 ans à Palau del Vidre, dans les Pyrénées-Orientales. Importantes évolutions. Est-ce que vous auriez envie, par exemple, de rebondir sur le sujet de l'intelligence artificielle ? Ah ben oui, tout à fait. Bon, l'essentiel a été dit, mais c'est vrai que déjà l'intelligence artificielle, bon, on l'utilise déjà. On utilise des algorithmes pour nos stocks, pour nos tableaux de bord. On utilisait déjà. Mais vous êtes sûr que c'est parce qu'un algorithme, c'est pas forcément un algorithme rempli d'intelligence artificielle. On l'utilisait sans le savoir. D'accord. Mais effectivement, il y a une opportunité. Il y a un développement de l'intelligence artificielle à l'officine et ça doit être pris en tant que tel. Mais ça ne remplacera jamais le pharmacien, parce qu'il y a ce côté humain. Quand on rentre dans une pharmacie, c'est pas un robot les patients ne veulent pas un robot, ils veulent ce côté humain, ils veulent ce pharmacien. Parce que les patients, ils parlent beaucoup avec le pharmacien. Donc ça, voilà, je pense que ça remplacera jamais le pharmacien. Par contre, c'est vraiment une opportunité parce que ça peut aider le pharmacien. Notamment, bon, il y a des applications qui permettent un contrôle d'ordonnance, donc qui vont aider le pharmacien dans le contrôle de l'ordonnance. Ça peut aider le pharmacien aussi dans un conseil. Donc contrôler, c'est-à-dire donner un avis sur la pertinence de l'ordonnance. Voilà, il y a une analyse de l'ordonnance qui est faite par le pharmacien et elle peut être faite aussi par l'IA. Et effectivement, quand on couple les deux, bon, voilà, le but c'est d'avoir une sécurité accrue de délivrance. C'est ça, ça doit vraiment venir aider le pharmacien et ça peut l'aider aussi, je pense, quand on fait des bilans de médication ou des bilans de prévention. Voilà, ça peut... Et alors la pharmacie d'officine, elle s'oriente de plus en plus vers la prévention et vers la pharmacie clinique. Alors donc là aussi, il y a une petite couche d'IA qui peut vous aider dans ces tâches. Oui, je pense que l'IA peut nous aider dans ce rôle de pharmacie clinique. Alors, je tiens à préciser pour mon confrère de droite, la pharmacie clinique pour nous, c'est l'application du raisonnement clinicien du pharmacien au service du patient. Voilà, c'est toute la connaissance du pharmacien qu'il a acquis pendant toutes ses études au service du patient. C'est là où la pharmacie clinique rentre dans l'officine. Et effectivement, l'IA, en termes de diagnostic, ça peut nous aider dans un développement, je pense, à venir. Et l'intérêt, c'est de développer la prévention à l'officine. Voilà, moi je pense que c'est essentiel, c'est mon point de vue. Je pense que vraiment... Est-ce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont contre cette idée-là ? Non, je ne pense pas, on est tous
On est tous. Bon, voilà. On fait déjà beaucoup de choses, on fait beaucoup de prévention, hein, on fait des tests, on prend l'attention, on soigne, on fait beaucoup de choses. Mais voilà, là, il faut que ce soit défini et que ce soit, en tout cas, compris par nos autorités et que ce soit rémunéré un peu mieux. Alors, c'est valorisant pour vous, cette évolution vers... Alors, vous me disiez, oui, parfois, ça va faire un métier un peu moins pousse-boîte. Oui, le pharmacien, pousseur de boîte, c'est du passé. Enfin, je veux dire, depuis longtemps, hein. Il faut s'enlever cette idée. Maintenant, le pharmacien, il va mettre toutes ses connaissances au service du patient. Quand le patient rentre dans une officine, en fait, on a plus de 19 000 officines, c'est 19 000 points d'accès à la santé. C'est comme ça qu'il faut voir. Et le patient, c'est déjà le cas. Quand il rentre, il rentre dans une pharmacie parce qu'il a entièrement confiance et il va être pris en charge par le pharmacien. Donc c'est valorisant, mais ça va être consommateur de temps. Oui. Et c'est là où vous avez glissé le fait qu'il y a quand même une question à un moment donné, il va falloir parler argent. Voilà, à un moment il faut bien parler espèce sonnante et trébuchante. De parler de sous quand même à un moment. Et c'est vrai que, je vous disais, on fait beaucoup de choses. Là pour le moment, pratiquement gratuitement. Bon, à un moment il faudra que ce soit mis sur la table et que les pharmaciens, parce que ça prend du temps, hein, il y a de la formation obligatoire, il faut organiser les locaux, voilà. Et donc ça, il faut que ce soit reconnu et il faut que toute l'expertise du pharmacien soit rémunérée à sa hauteur. Il y avait une question, enfin une grosse question même qu'on peut se poser aussi sur le modèle économique des officines. Elles ont été à un moment donné mises à mal par des décisions de l'État. Oui, là, les décisions récentes. Alors, même si l'ordre n'a pas vocation à parler d'économie, hein, j'ai ma présidente à côté, mais effectivement, personnellement, je pense qu'on est au bout d'un modèle, on est au bout d'un système, et il va falloir alors peut-être faire des états généraux. En tout cas, il va falloir repenser le modèle. De quel modèle parlez-vous? De l'officine spécifiquement ou quoi? Alors, moi je parle pour l'officine. D'accord. Le modèle économique de l'officine, il faudra qu'il soit revu avec un mélange d'honoraires ou en tout cas une rémunération à l'acte et une rémunération comme on connaît actuellement. Voilà, peut-être un savant mélange des deux. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'appelle de mes voeux, hein, qu'il y ait des états généraux et qu'on se mette tous autour de la table et qu'on repense ce modèle, parce que je crois que là on est vraiment au bout du système. Au bout d'un système. Alors c'est un lien quand même avec l'ordre, parce que l'ordre s'intéresse à la santé publique et que si on a moins de pharmacies, le maillage va être moins bon et donc on peut imaginer qu'il peut y avoir encore des difficultés d'accès aux soins. Mais bien sûr, supplémentaires. Le maillage en France c'est prédominant, c'est le plus important. Et l'ordre défend ce maillage, parce que c'est vrai, on l'a vu pendant le Covid, ça a été, on a apporté une réponse dans l'urgence. Et c'est je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Ce maillage, il faut le conserver. Il ne faut pas nous le détruire. Madame Wolfstahl, plus de prévention, plus de pharmacie clinique à l'officine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces évolutions qu'on voit se renforcer? Oui, c'est en effet... Je sais pas si on... Alors, on a votre micro un petit... Allez, continuez. Si, c'est bon? Ah, si, c'est bon, c'est revenu. Ok, merci. En fait... c'est aussi l'interprofessionnalité qui compte. Philippe a parlé de la place des biologistes. En fait, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui doivent travailler ensemble autour du patient, chacun dans ses compétences, chacun dans son rôle, mais avec une meilleure coordination. Et de fait, certains d'entre nous sont... j'allais dire mieux placés de par leurs compétences pour rendre un certain nombre de services de santé publique à la population. Les biologistes médicaux, les infirmiers à domicile dans la prise en charge quotidienne des patients, les pharmacies, le repère de la Croix Verte, les médecins généralistes ou en téléconsultation quand malheureusement ils ne sont pas accessibles. Mais ce qui est sûr, c'est que la pharmacie d'officine reste, dans toutes les communes de France et de Navarre, le symbole de la Croix Verte, c'est le symbole de l'accès aux soins. Et derrière cet accès aux soins, il y a des professionnels de santé qui sont formés, qui sont compétents et qui peuvent en effet prendre en charge le patient sur du premier recours, sur des pathologies bénignes. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les décisions dans le cadre du
projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'élargissement de l'expérimentation OSIS, qui justement cible la prise en charge par les pharmaciens d'officine d'un certain nombre de pathologies bénignes que d'ailleurs nous prenions souvent en charge. Il y a des brûlures. Sauf que, voilà, donc il y a les brûlures, la conjonctivite, l'angine et la cystite, c'est déjà fait, ouais. Les piqûres de tiques, mais tout ça, ce sont des choses que nous faisions déjà. La seule différence, c'est que ça a été protocolisé, donc plus de sécurité, voilà, et instauré. Bon. Donc ça, le pharmacien de premier recours. Enfin, encore une fois, je suis sûre qu'on a tous des exemples dans nos proches, nos familles, d'un de nos enfants ou petits-enfants qui s'est blessé, qui a poussé la porte d'une pharmacie, à qui on a désinfecté la plaie et mis un pansement. Enfin, voilà, ça évoque des souvenirs. Ça évoque des souvenirs, je suis sûre, à chacun d'entre nous. Donc c'est ça dont il s'agit quand on parle du pharmacien clinicien premier recours. Et puis, il y a toute la prévention. Bien sûr, la vaccination, qui a débuté maintenant il y a plusieurs années, et qui ne cesse de s'élargir, et qui doit s'élargir non seulement aux pharmaciens, mais à l'ensemble des professionnels de santé. Tous les professionnels de santé devraient pouvoir vacciner en masse toute la population, y compris les laboratoires de biologie médicale qui sont habilités à vacciner aujourd'hui. Mais voilà, il y a des problèmes encore à régler de logistique, de vaccins, etc., pour que les vaccins soient plus disponibles en plusieurs points de France. Donc la prévention, c'est la vaccination, mais c'est aussi les dépistages des maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, etc., des maladies transmissibles, les maladies infectieuses, les tests rapides d'orientation diagnostique. Mais le pharmacien, encore une fois, c'est la porte d'entrée, comme l'a dit Bruno. Mais après, tout de suite, il réfère vers le professionnel, le médecin, l'infirmier. Et c'est cet exercice coordonné qu'il faut absolument renforcer, rendre plus visible pour la population, pour que, à chaque instant, ce soit le bon professionnel au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça que les axes sur lesquels nous travaillons. Donc cette vision que vous avez, oui. Cette vision que vous avez, vous la portez quoi, devant le ministère On la porte au ministère, on la porte au sein du CLIO, le comité de liaison inter-ordre, qui réunit l'ensemble des présidents des ordres de santé pour justement réfléchir ensemble à cette meilleure prise en charge collective du patient et adaptée à chaque territoire. Oui, on essaie d'expliquer. Moi, je suis persuadé que la prévention est un vecteur important d'économie pour l'assurance maladie. C'est du bon sens. Plus on prend les pathologies tôt, moins elles coûtent cher à traiter. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'ordre insiste. Et on va terminer ce petit tour de table avec Jérôme Parécis-Barbier. Merci beaucoup d'avoir été patient. Juste une chose, monsieur. Vous êtes un spécialiste de l'attractivité ici, mais on va vraiment faire un petit tour autour de l'attractivité ensuite. Donc oui, vous êtes donc le réélu président de la section D. C'est pas moi qui compte, c'est les autres. Et pharmacien, donc il représente les pharmaciens adjoints d'officine, et vous êtes vous-même adjoint d'officine à Arcachon. Oui. Vous êtes préoccupé par l'avenir des adjoints ? Oui, on s'en est beaucoup préoccupé. D'abord, bonjour à toutes et à tous, ainsi que ceux qui sont à distance, pas les oublier. Je pense qu'il y a justement beaucoup d'adjoints, de nombreux adjoints, puisque au moment où je vous parle, on a dépassé le chiffre de 31 000, 40% des inscrits, et ils ont besoin de beaucoup d'attention. Ils souhaitent d'ailleurs un nouveau souffle, ils souhaitent véritablement que leur avenir soit repensé. Alors pour cela, la section D, en début d'année, a lancé une grande enquête nationale. Nous avons eu les résultats en mai, et ils ont, d'ailleurs vous pouvez retrouver le document sur le site internet de l'Ordre. D'ailleurs j'attire votre attention sur, il faut aller tous les jours sur le site internet de l'Ordre, ça fait beaucoup de bien. Et donc ils ont délivré des messages forts sur leurs attentes, leurs envies. Et si globalement on peut dire qu'ils sont assez satisfaits finalement de leur métier, ils sont même souvent très très fiers, ils ont quand même quelques inquiétudes, ils ont un vrai manque de reconnaissance. Ça, il faut véritablement qu'on travaille. Un peu leur hiérarchie, mais c'est pas tellement ça, c'est même vis-à-vis des patients, plus d'agressions
qu'avant avec le corps médical, etc. Donc ça, c'est un malaise diffus qui s'installe. Il faut être très vigilant, très prudent là-dessus. D'ailleurs, la section D n'avait pas vraiment attendu cette enquête pour agir, puisqu'on les accompagne au quotidien. On avait lancé notamment des documents d'information et de formation sur le vrai faux de l'adjoint. On a aussi organisé un certain nombre de webinaires qui fonctionnent mieux que des rencontres véritablement en région, en présentiel. Donc on s'est véritablement intéressé à eux. Et puis aujourd'hui, j'aurais remercié s'il y a, je crois, quelques élus de région de la section D. Ils répondent à plus de 100 questions par semaine que tous les adjoints nous posent sur leur activité, sur des responsabilités qu'ils doivent assumer aussi. L'enquête a aussi permis de montrer, c'est intéressant, en même temps que 43% d'entre eux, c'est les plus jeunes surtout, mais pas seulement, veulent prendre des parts de capital dans les officines. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que enfin quelqu'un entende. Alors qu'il ne serait que 22% à ne vouloir être que titulaire ou co-titulaire. Là aussi, il faut qu'on travaille. Ce n'est pas la vocation à ne pas devenir co-titulaire, bien évidemment, mais il faut le travail. Ça semble de plus en plus complexe de s'installer. Il faut faire quelque chose. Le dernier point qu'il faut retenir dans cette enquête, c'est qu'ils veulent un cadre respectueux, travailler dans un cadre respectueux de leur indépendance professionnelle. Il n'y a pas de gros drame, mais là encore, il faut toujours être vigilant et ne pas attendre que ça puisse éventuellement dégénérer. Donc on réfléchit à des outils spécifiques, on est en train de les terminer, on va d'abord les présenter à notre présidente, après avec son conseil national, parce qu'il faut que collectivement... Ça ressemble à quoi ces outils? Des outils, vous le verrez, je ne vais pas... Ah, d'accord, vous nous réservez la surprise pour plus tard. La surprise d'abord à la présidente. Oui, bien naturellement, avant tout, c'est bien naturel. Donc, en tout cas, ces outils, imaginez, d'ailleurs, vous pourrez nous aider à les imaginer si on en avait oublié quelques-uns, permettront d'avancer un peu plus collectivement là-dessus. Et l'institution qui a déjà travaillé dessus, il y a aussi un cahier thématique là-dessus qui arrivera, donc on s'y préoccupe véritablement. Voilà. Donc ensuite, nos actions, il y a aussi un certain nombre, vous parliez d'avenir, hein, les actions à mener, je pense qu'en lien très étroit avec la section A, je remercie Bruno Galland pour son écoute permanente depuis son élection, véritablement collaborer entre les adjoints et les titulaires. On veut continuer, on s'accroche sur le fait que les adjoints puissent être maîtres de stage adjoints pour collaborer, être à côté du titulaire qui est naturellement le maître de stage par nature, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a des messages à passer. Et puis, Bruno, tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a aussi, on appelle de nos voeux ces états généraux de l'officine. J'espère que les parties prenantes responsables viendront nous rejoindre, mais je pense qu'à un moment donné, d'ici une année peut-être, il faudra qu'on puisse tout mettre sur la table tous ensemble pour avancer. On a aussi un vrai sujet ordinal qui va vous intéresser et vous plaire, c'est essayer de faire un peu la liste, cher Président, de tous nos actes pharmaceutiques, ces actes pharmaceutiques, qu'ils disparaissent ou pas plus ou moins à travers le code de déontologie à venir. Il faut véritablement qu'on puisse savoir qui doit faire quoi, qui peut faire quoi, qui doit être inscrit à l'ordre pour faire cela et pas certains qui seraient en exercice illégal. Donc on a un peu de travail et ça concerne beaucoup d'adjoints aussi, bien évidemment. Un peu de travail. Alors vous avez parlé d'avenir. Moi, maintenant, à chacun d'entre vous, je vais demander pendant, disons, 1 minute, 2 minutes, de nous dire quelle action, première action pour l'avenir, ce que vous imaginez. Et l'autre chose, c'est cette question de l'attractivité. Dans tous nos métiers, il y a des problèmes d'attractivité. Est-ce que vous avez soit une analyse à faire, soit une proposition à faire sur ces questions d'attractivité? Et je propose qu'on commence avec vous, M. Parassis-Barbier, parce que vous êtes, vous, en charge de la campagne attractivité de l'ordre. D'abord, beaucoup de modestie. Je voudrais d'abord remercier la présidente qui, depuis 3 ans, me fait confiance pour coordonner. Je ne fais pas le gros travail, il est fait aussi par la direction de la communication, que je dois remercier avec toute son équipe. Avant tout, je pense que vous verrez le 3e clip là et qu'est-ce que ça va être après, hein. Enfin, moi j'ai quelques idées aussi. Je pense qu'on finira par faire un film de ça ou un petit court-métrage. En tout cas, il ne faudra pas s'arrêter là si la présidente et surtout le trésorier du Conseil national en étaient un peu d'accord.
Autant tous dire aujourd'hui, hein, on est Il tout se seul, il n'y a cache. personne qui écoute, donc autant y aller. Donc oui, très sérieusement, cette attractivité en tout cas, avec cette troisième campagne, cette troisième année, tous les chiffres, tous les outils de communication montrent, on va être un peu prétentieux ce matin, que finalement, l'amélioration de cette attractivité, on y est quand même pour quelque chose. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'il y a d'autres initiatives ici ou là qui ont émergé en même temps. On a finalement donné envie de faire autrement, tant mieux, mais j'aimerais bien qu'on se mutualise un peu tous pour qu'on soit encore plus forts ensemble sur ce sujet. Voilà. Monsieur Pietz, sur l'avenir, une action d'avenir et puis une solution pour l'attractivité. L'attractivité, c'est reconnaître les biologistes dans leur action médicale, ce qu'ils font tous les jours. Par exemple, sur la maladie rénale chronique, c'est-à-dire qu'ils gèrent les patients en situation de risque de maladie chronique rénale, les infections urinaires aussi. Je pense que tout le monde sait que les bandelettes ne permettent pas de dépister toutes les infections urinaires, que les nitrites ne sont pas toujours positifs dans le cadre d'une infection urinaire. Aussi la coagulation, il y a l'hémostase, il y a énormément de biologistes qui jouent un rôle de conseil au niveau de l'hémostase, en particulier à l'hôpital, mais aussi en ville. La PMA, il joue un rôle aussi au niveau des conseils en PMA. Il joue un rôle en infectiologie aussi, le bon antibiotique, dans le bon cadre lié à l'historique du patient en termes de pathologie, etc. La génétique. Donc une liste longue, hein, on a bien compris. Ouais. Je peux vous en faire une liste. Mais on voit. Je peux vous en faire une liste longue, exactement. Et ils le font d'une manière non reconnue. C'est-à-dire que l'avenir, c'est reconnaître ces actes qui sont utiles à la prise en charge des patients, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il faut reconnaître aussi les pathologies chroniques, la prévention, gestion avec un biologiste référent, c'est-à-dire que le biologiste devienne référent d'un patient sur les pathologies chroniques. La section biologie de l'ordre des pharmaciens a établi un livre blanc qui appelle à une refondation de l'offre de soins en biologie. C'était en avril dernier. Je rappelle qu'il y a 98% des patients qui sont à moins de 20 minutes d'un site de laboratoire. Donc, redonnons un peu de sens à cette prise en charge des patients, redonnons de la valeur, redonnons de la plus-value grâce aux biologistes. Donc, sinon, c'est une perte, c'est un gaspillage, c'est à la fois humain pour les biologistes médicaux, c'est un gaspillage au niveau de la formation, et c'est un gaspillage pour les patients et pour les pouvoirs publics d'une manière générale. Merci. Donc l'avenir, il est là. Merci beaucoup. C'était très clair sur effectivement l'avenir. Madame Jabanglade. Sur l'attractivité tout d'abord. Oui, sur l'attractivité. D'accord, vous m'entendez. Oui. Donc l'attractivité, alors d'abord deux choses. On s'inscrit complètement dans l'axe stratégique de l'attractivité de l'ordre, c'est-à-dire de l'attractivité du métier de pharmacien, des métiers de pharmacien. Et plus spécifiquement, sur la section B, on a déjà entrepris depuis plusieurs années, et c'est quelque chose que l'on va renforcer, c'est la rencontre des conseillers ordinaux avec les étudiants en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, parce qu'on ne va pas forcément dire la même chose à un étudiant qui commence son cursus et à un étudiant qui déjà souhaite s'orienter vers l'industrie. Voilà, donc des choses extrêmement concrètes qui ont déjà commencé et que l'on va renforcer dans le quantitatif et le qualitatif. Et une action d'avenir, alors, pour justement répondre aux évolutions ou les accompagner, les orienter? Alors, si j'avais une action, ça serait la formation. On a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, on a parlé de la sous-traitance. On a besoin de professionnels de santé, on a besoin de pharmaciens extrêmement formés, dont les compétences d'ailleurs seront à revoir très régulièrement parce que le monde change extrêmement vite. On n'a pas parlé de DPC, je préfère aujourd'hui parler de formation, mais il y a un lien évidemment avec le DPC et avec la certification à venir. Madame Berthelot-Leblanc. Alors pour l'attractivité en Outre-mer, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il faut absolument qu'on ait des facultés. Voilà, ce sont vos facultés là. Voilà. Ça commence, ça mais c'est... Bon, bref, donc il y a encore du travail. Donc ça va nous permettre d'avoir des jeunes sur place formés
la formation est très importante. Donc vous imaginez notamment que ce sont surtout des jeunes issus de ces régions qui pourront du coup faire leur 3e cycle sur place. Oui, parce que ça coûte très cher de venir dans l'Hexagone pour faire ces études. Oui. Pour certains jeunes, il y a des jeunes qui voudraient vraiment faire ces métiers-là. Ah, du coup, qui et s'empêchent peuvent de faire pas, ces non. métiers-là. Oui, Ah, oui. oui. On est quand même un département, des départements pauvres. En tout cas, sûr. je parle pour la Guadeloupe et la Martinique. Les gens n'ont pas beaucoup de moyens et c'est un frein pour les étudiants. Donc ça pourrait développer le nombre de pharmaciens. Exactement. Oui. Et en ce qui concerne l'avenir, vu que dans certains de nos départements, la population est vieillissante, je pense que les pharmaciens de tous les métiers ont un rôle essentiel pour la santé publique, pour la population, et notamment dans la prévention. Je suis vraiment militant pour que les biologistes puissent faire de la prévention, parce que, vous savez, dans nos départements, on se connaît tous. On sait très bien que lui, c'est le fils d'un tel, que elle, c'est la fille d'un tel. Et quand malheureusement, il y a des choses très difficiles à annoncer, eh ben, il y a de l'émotion, mais en tout cas, on connaît très très bien les gens, et les gens nous connaissent. Voilà. Parfait, merci. Bruno Galland. Alors, moi, d'abord, un constat, c'est vrai que je pense qu'on n'a peut-être pas assez communiqué, en tout cas, dans les lycées, dans les collèges, pour faire connaître le métier de la pharmacie. Et puis après, il faut dire une chose, si vous voulez, l'accès aux études est très compliqué. Là, le pass-là, ce qu'on a mis en place, c'est hyper compliqué. Quand il y a des parents qui viennent me voir, qui me disent « mon fils veut faire la pharmacie », je ne sais même pas, c'est très compliqué comment y arriver. Donc ça, j'espère qu'il y aura une réforme de l'accès aux études de pharmacie qui sont plus simples, qu'on revienne un peu à ce qu'on faisait avant, ça sera beaucoup mieux. Ça a été, je pense, un frein. En tout cas, il y a des jeunes qui se sont perdus, et on a perdu beaucoup d'étudiants. Les facs avant étaient remplis, c'était plus simple. On voulait faire pharma, on choisissait pharma, il y avait un concours, mais bon, là maintenant, on a un problème. Mais je crois que justement, ce dont on parlait, l'évolution du métier de pharmacien vers un pharmacien plus clinicien, je crois que c'est ce que les jeunes attendent, puisque ils vont mettre au service du patient dans toutes leurs études, donc ça, il faut le faire savoir. Donc il faut continuer à communiquer, on est sur une bonne dynamique. Je suis d'accord avec Jérôme, moi si tu veux faire un court-métrage, je pense qu'il faut être percutant. Et il faut vraiment faire valoir le métier de pharmacien d'officine. Voilà, c'est un des plus beaux métiers. On se régale quand on l'exerce, quand on est au comptoir. Oui, franchement, moi, vous l'avez dit, ça fait 30 ans que je l'exerce. Et voilà, et je ne me lasse pas. Et il y a toujours, on se renouvelle tout le temps. Et voilà, quand on voit les patients qui viennent et qui nous font confiance, c'est l'essentiel. Voilà, donc c'est ce que je veux faire savoir à nos jeunes. Voilà. Parfait. Philippe Benoît. Merci. Alors sur l'attractivité, je dirais que c'est un petit peu spécifique, puisque comme on est en 3e cycle au niveau des études, il n'y a pas vraiment de difficulté d'intérêt des étudiants une fois qu'ils sont rentrés dans le cursus pour aller vers les métiers de la pharmacie hospitalière. Mais au contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut se dédouaner du sujet, puisque c'est l'ensemble des métiers qui est important. Et je pense que peut-être la question de l'attractivité, elle se pose sur le fait qu'on identifie bien tous les métiers de la pharmacie, dont la pharmacie hospitalière, pour justement donner envie de rentrer dans le cursus. Le sujet il est plutôt dans ce sens-là, à mon sens. Sur la question de l'avenir, alors il y a des éléments de pharmacie clinique qui sont déjà bien engagés. Alors pharmacie clinique au sens large, c'est-à-dire l'accompagnement du patient et puis l'aide dans sa prise en charge thérapeutique. Et je suis très heureux et donc de savoir qu'on va pouvoir travailler avec le réseau officinal, parce que c'est un sujet qui est transverse sur la question de la pharmacie clinique, à la fois parce que c'est le métier de la pharmacie, mais aussi parce qu'on a le lien ville-hôpital. Et on doit aussi travailler sur ce décloisonnement. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir cette avancée-là. C'est vrai que peut-être qu'on a depuis un certain temps plutôt conceptualisé et mis en place dans les établissements de santé la pharmacie clinique, mais c'est pas un champ réservé, et au contraire c'est un champ professionnel. Après, je pense qu'il y a deux autres points d'attention, pas d'attention, mais d'avenir en fait pour le pharmacien à l'hôpital. Il y a un point sur l'intelligence artificielle, mais il est transverse. Je pense que c'est un outil formidable, mais c'est un outil. Un outil formidable. Et donc, il faut qu'il testé déjà, vous le voyez à l'œuvre?
Oui, on a alors d'une part des fonctionnements avec des algorithmes, des chaînes de décision qui nous permettent d'orienter. On a toute la partie analyse à partir des bases de Il n'y données. a pas forcément d'IA à l'intérieur, encore une fois. Hein. Algorithme ne signifie pas IA. Hein. Tout à fait. Ça dépend si on parle d'IA générative ou si on parle d'outils d'aide à la décision, mais en fonction des fois, on n'a pas tout à fait la frontière qui est claire. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes IA. Et donc voilà, avec le point important, mais qui a déjà été soulevé, c'est-à-dire que c'est une aide pour gagner du temps au service des patients et au service des professionnels, parce que ça reste un outil, c'est pas une finalité. Et donc je pense que c'est peut-être ça le point d'intention, mais c'est une révolution et c'est un élément positif. Bon. Et puis le dernier point, j'en profite sans être trop long, qui va nous concerner, c'est tout ce qui est RSE, transition écologique, dont on n'a pas abordé, mais on peut pas tout aborder. Ouais. Mais c'est un sujet qui est essentiel dans nos établissements de santé parce que ça fait partie de la démarche de nos établissements et le pharmacien a un rôle extrêmement important à y jouer, que ce soit dans le choix des molécules, mais dans le bon usage, dans la déprescription. Et donc on peut décliner aussi sur un certain nombre de sujets une place importante pour l'avenir sur ce point-là. Et Jean Brévilliers. Alors, quelques éléments de ma part qui sont assez proches de ce que Bruno et Jérôme et tous les autres ont pu dire sur l'attractivité. En fait, je fais le constat que notre formation, le métier de pharmacien, c'est une formation qui est polyvalente et qui nous permet d'accéder à gérer une palette diversifiée de métiers. Alors, Jérôme, j'ai une punchline pour toi, hein, pour ton futur film. C'est celle qui m'a animé il y a 35 ans quand j'ai choisi pharma. C'est un seul diplôme, une infinité de possibilités, choisissez votre voie. Et effectivement, aujourd'hui, force est de constater que c'est pas clair. C'est pas clair pour accéder à ces études. Et vous me questionnez sur quelle action. La première, pour moi, c'est de clarifier cet accès aux études. Et on voit que la communication paye, effectivement. Hein. J'ai des proches, même dans ma famille, qui voulaient faire médecine, sont allés en pharma. Je leur dis bravo. Et la com y est pour quelque chose. Donc, les jeunes qui ne connaissent pas les métiers de pharmacien, allez faire pharma. Et une fois que vous êtes pharmacien, cette fois-ci, que vous êtes dans les études de pharmacie, découvrez les différents métiers. Et là, c'est à nous, les différentes sections, de communiquer, de mieux communiquer sur notre métier. Et je dirais de favoriser les exercices professionnels en passerelle. Effectivement, ce serait bien parce que il arrive parfois dans une carrière, on a envie de faire de l'officine, peut-être de revenir en distribution, pourquoi pas aller à l'hôpital. Et la biologie, c'est plus compliqué parce que le diplôme est spécialisé, et en industrie aussi, mais tout doit être possible. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on ferme les portes alors qu'il faudrait les ouvrir. Madame Volstal, sur ces questions de l'attractivité, l'ordre agit dans ce domaine-là, on le voit notamment avec le petit film. Oui, alors effectivement, on fait tous le constat que la communication est essentielle pour faire connaître les métiers de la pharmacie, mais j'allais dire c'est qu'une partie de facteurs de succès dans l'objectif qu'on cherche à atteindre. C'est pour ça que j'ai lancé une feuille de route multidimensionnelle autour de l'attractivité. Il y a la communication, il y a les études, mais il y a aussi la production de données probantes pour pouvoir justement aller après auprès des pouvoirs publics et leur dire la situation exacte chiffrée. Aujourd'hui, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on manquait de ces informations. Donc en fait, on a développé un modèle de micro-simulation et je remercie Maryse Camus, vice-présidente, d'avoir mené ce projet à bien avec la direction de l'exercice professionnel. C'est un outil qui est particulièrement utile puisqu'il nous permet, sur la base de nos données du tableau, mais aussi avec d'autres facteurs, de projeter ce que sera la démographie des pharmaciens à horizon 2050. Donc vous comprenez l'intérêt justement de ne pas se laisser prendre par surprise sur un manque de pharmaciens potentiels à horizon 10, 20 ou 30 ans. Et la beauté de cet outil, c'est que justement, si on change les facteurs, par exemple le nombre d'entrées d'étudiants entrés dans les études, ou l'âge de la retraite, ou les variations de carrière, eh bien on fait varier les courbes et avec ces données, on peut aller voir le ministère et dire là, si on ne fait pas quelque chose sur les places de l'internat, sur les places d'entrée dans les études, sur les orientations,
voilà ce que donne la projection des pharmaciens. Donc c'est un outil très intéressant. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ça s'inscrit dans cette feuille de route attractivité et faire en sorte qu'on ait demain les pharmaciens nécessaires pour exercer l'ensemble de nos métiers. Et puis, pour l'avenir, bon, au-delà de tous les sujets qu'on a déjà bien sûr évoqués, hein, le maintien de l'accès aux soins, le maillage, les pharmaciens d'officine, la biologie médicale, les médicaments pour l'innovation, l'attention aux pays d'outre-mer, l'attention aux adjoints et aux souhaits d'évolution, l'attention à l'évolution à l'hôpital, l'attention aux distributions en gros qui est un maillage essentiel pour l'avenir, mais donc on voit bien que c'est une chaîne entière sur laquelle il faut veiller, préserver et regarder l'avenir. Mais au-delà de tout ça, moi je compte beaucoup sur les jeunes, figurez-vous. Et je tiens à saluer la commission des nouveaux inscrits, qui est peut-être pas encore tout à fait connue. Donc c'est une commission qui réunit des jeunes pharmaciens, ou moins jeunes, mais qui en tout cas embrassent un métier de la pharmacie depuis peu et qui nous aident à réfléchir sur la façon dont ils souhaitent voir leur métier évoluer. Je salue Paul Lemarquis qui en a la charge et l'organisation, qui est un nouveau conseiller du Conseil national. Et en fait, pour moi, et d'ailleurs on a commencé tous ensemble les travaux, de se projeter à 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit accepter dans nos métiers? Qu'est-ce qu'on doit refuser? Où sont les lignes rouges? Et c'est un effort qui n'est pas simple. On voit bien les bouleversements que vit notre société sur les modes de consommation, d'accès aux soins. Et il y a des exemples à l'étranger dont on peut s'inspirer et dont on va s'inspirer. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut pas ça? Vous pensez à quoi, par exemple? Bon, je ne vais pas citer de nom. D'accord. Mais aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des choses, bon, on ne sait pas trop si on a envie de voir ça arriver en France. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir les éviter ou pas? Quels sont les garde-fous qu'il va falloir mettre? Mais justement, on a donc engagé cette réflexion dans le cadre d'ailleurs des futures présidentielles pour pouvoir remettre aux prochains candidats, au pluriel, à l'élection présidentielle, de dire, voilà, à horizon 2035, voilà ce que nous souhaitons pour l'ensemble de nos métiers, voilà l'exercice que nous souhaitons effectuer, avec bien sûr toute cette vision éthique, déontologique, mais en étant conscient des évolutions sociétales que pour certaines, il va falloir embrasser parce qu'on ne pourra pas nécessairement, voilà, il y a des choses qu'il va falloir nécessairement intégrer et tout en préservant l'intérêt du patient et de la santé publique. Alors, vous avez posé des questions, que j'en ai certaines sur ma petite tablette. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dizaine de minutes. Et puis, je vous demande de faire des réponses assez courtes pour qu'on puisse en prendre le plus possible. Par exemple, Jérôme Parésis-Barbier, l'enjeu des prochaines années, vous dit-on, sera sans doute celui de la question de l'indépendance professionnelle des adjoints. Selon vous, comment cette indépendance peut-elle s'exprimer aujourd'hui? C'est quoi l'indépendance professionnelle des adjoints? Justement, je pense qu'il faut... Ça marche très bien. Je pense qu'il faut dédramatiser un peu tout ça. C'est bien pour ça qu'on s'en préoccupe au sein de notre institution. C'est pour ça que la présidente a souhaité qu'il y ait un cahier thématique sur le sujet qui est en train d'être fabriqué pour qu'on explique tous les enjeux. Nous, ce que l'on souhaite, en tout cas au niveau de notre section, c'est d'anticiper, et quand il y a des incompréhensions qui pourraient déboucher sur certains conflits, on s'arrête bien avant, qu'on puisse les prévenir. On n'a pas arrêté de parler de prévention, mais dans ce domaine-là aussi, la prévention est importante. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire, essayer de prévenir cette problématique. Et pour ça, il faut ces fameux outils dont je ne vais pas vous révéler le contenu maintenant. Vous attendrez un peu, ça va vous faire du bien. Vous allez y réfléchir, mais c'est ça qui va nous permettre de démystifier sur tout ça. Voilà. Après, à côté de ça, il y a tout un dispositif, ce n'est pas les juristes ici présents qui diront le contraire, de signalement, de plainte, etc. Mais on ne veut pas rentrer là-dedans.
Cette indépendance professionnelle, il faut se rendre compte qu'un adjoint qui est au comptoir, il est responsable de tous ses actes. Et il faut le laisser faire. Si naturellement il fait des erreurs, il les assumera, ils sont prêts à les assumer. Mais avoir l'impression qu'il ne vit pas bien sa vie professionnelle, c'est la seule manière pour qu'il finalement finisse par quitter ce métier. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les adjoints et adjointes qui ont répondu, très nombreux, à votre enquête, ouais. à notre enquête, ont dit si à 5 ans je ne vois pas des changements, je ne suis pas certain de rester officinal, voire pharmacien tout court. Donc c'est pour ça qu'il faut, cette problématique-là de l'indépendance professionnelle est importante. Vous me donnez juste d'une phrase la possibilité de dire aussi, nous sommes très attentifs pour nos pharmaciens dispensateurs d'oxygène à usage médical, qui sont dans des structures par extension du monopole, mais qui sont des structures commerciales et pour lesquelles vis-à-vis desquelles ils sont très malmenés. Donc là, leur indépendance professionnelle, il faut qu'on y travaille. Ceux qui l'entendent, il faut que ça cesse. Car l'ordre ne va pas faiblir sur ce sujet-là, je vous le garantis. Merci, monsieur. Jean Brévilliers, alors continuons avec vous. J'ai une question pour vous. J'ai l'impression que la personne qui la pose a déjà une petite idée de la réponse que vous allez apporter. Une question qui va permettre, je le crois, de balayer un mythe. Lors des ruptures, on entend souvent que les distributeurs préfèrent revendre à l'étranger. Oh, est-ce que c'est vrai? Alors, on entend, vous avez raison, couramment, effectivement, ce message avec une remise en cause des activités à l'export des grossistes répartiteurs comme la cause racine des pénuries. Et aujourd'hui, on peut affirmer que tout cela est bien faux parce qu'on a des obligations légales de contrôler, enfin tous les distributeurs qui ont des activités à l'export, de contrôler les produits qui sont interdits à l'export. L'ANSM positionne clairement les produits et les références qui ne peuvent être exportés. Et on sait que les sanctions en cas de dépassement du trait rouge sont très fortes. Les autorités ont également conduit une campagne d'inspection qui aujourd'hui n'a pas mis en évidence d'écarts majeurs sur ce point. Donc je pense que tout le monde est attentif à ce dispositif et il est peut-être temps de tuer le serpent de mer là, qui circule en permanence, puisque souvent on fait le constat aussi, c'est que les produits qui sont en rupture ne sont pas du tout des produits qui sont d'intérêt à l'export. Donc c'est que la cause n'est pas celle-ci. Donc la réponse est non. Bon. Madame Berthelot-Leblanc, on a parfois l'impression que la section se trouve coupée des sections professionnelles. Ne serait-il pas judicieux d'avoir des conseillers ordinaux d'outre-mer nommés ou élus dans chaque section? Mais là, on est en train de revenir sur 79 ans d'histoire, madame, non? Et je pense que ce serait... Ça marche très bien, oui. Je pense que justement, c'est une mauvaise solution. D'accord. Parce que si on nommait dans chacune des sections métiers des gens de l'outre-mer, en fait, ils seraient complètement noyés par la section et ils n'arriveraient pas à se faire représenter. Je pense que c'est vraiment un très mauvais modèle, d'ailleurs qui n'a pas été choisi depuis tant d'années, c'est pas pour rien. Je crois qu'on peut mieux porter la voix de nos confrères dans une section comme la section E, où on a l'avantage aussi d'avoir tous les métiers ensemble et d'avoir des raisonnements collégials. Et ça, moi je trouve que c'est un plus. Et de toute façon, on travaille en parallèle avec les sections métiers. On a une très bonne collaboration entre tous les présidents et donc ça pose pas de problème du tout. Bon, la réponse est non, voilà, que ce soit clair. On la reposera dans 79 ans si vous voulez. Bon, Madame Bruno Galland et Madame Wolftal, alors voilà, concrètement, quand est-ce que le pharmacien d'officine pourra effectuer ces nouvelles missions d'extension du projet OSIS qui permettent, de façon contrôlée et standardisée, si je puis dire, aux pharmaciens d'officine de traiter des brûlures et conjonctivites, etc. Oui, ben là, il est prévu la généralisation de l'expérimentation. La généralisation, c'est-à-dire à toute la France? Oui. D'accord. Oui, je laisse répondre Karine. Quand c'est prévu, c'est quand? On le sait ou pas encore? Tu veux que je réponde? Ah, Madame Wolftal. Si, on m'entend? Oui, très bien. C'est prévu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc la question c'est quand est-ce que la loi, enfin le projet de loi sera voté, voilà, et s'il va bien aller au bout avec tous ces amendements, etc. Mais on a
je le pense, l'engagement de la ministre et du Premier ministre. Donc peut-être que cet après-midi, on aura des confirmations. Cet après-midi peut-être, d'accord. Voilà. En tout cas, nous, on est prêts. On attend juste le feu vert. Voilà. Bon, la ministre, voilà, on va l'écouter On va tout à l'heure. attendre. Ce sera en vidéo qu'elle sera présente. Elle fait un message spécialement à notre attention. Elle est retenue à l'Assemblée nationale, donc elle ne pourra pas être des nôtres. Pour Philippe Benoît, alors en pharmacie clinique à l'hôpital, l'IA montre des performances exceptionnelles, vous dit-on, dans l'analyse d'ordonnances, même complexes, en intégrant les données de la biologie, de l'imagerie. Dans ce contexte, quelle est la place des pharmaciens, cliniciens à moyen et à long terme? Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Oui, j'ai déjà effectivement répondu. Je pense que c'est l'avantage majeur que nous avons à l'hôpital. Alors même si toutes les données ne sont pas complètement formatées et exploitables, mais la prescription elle est informatisée, nous avons accès aux dossiers patients, aux résultats de la biologie. Et donc c'est vrai que c'est un plus de l'intelligence artificielle de pouvoir faire une synthèse et de faire une proposition, mais qui, comme je l'ai répondu tout à l'heure, reste une proposition. C'est-à-dire que il faut que ça soit le pharmacien qui prenne la décision au final. Et donc c'est plutôt un gain de temps et une identification des risques. On peut aborder cette question-là comme étant peut-être un filtre pour aller d'abord à l'essentiel sous forme d'une priorisation. Mais la priorisation ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables de l'ensemble des prescriptions qui nous arrivent. Et c'est ça peut-être qui est important. Philippe Piette, êtes-vous avec nous? Alors, comment transformer la biologie médicale pour que les biologistes deviennent des conseillers cliniques incontournables plutôt que de simples producteurs de résultats, vous demande-t-on? Il faut transformer la biologie médicale pour que vous deveniez des conseillers cliniques incontournables? Alors, oui, il faut réfléchir à l'organisation. Nous avons demandé des états généraux de la biologie pour remettre en place... Tout le monde en veut alors, des états généraux. Pour remettre en place, oui, mais ça s'impose. Voilà, pour la biologie, c'est absolument indispensable. Pour remettre en place une vision réellement utile du biologiste médical dans cette prise en charge que j'évoquais tout à l'heure. Donc, merci pour la question, parce que, en plus, la section a réalisé un livre blanc qui propose toute cette réorganisation avec une prise en charge des activités intellectuelles liées à la prise en charge des patients, avec un entretien de biologie médicale associé, etc. Donc, oui, c'est fondamental. Et moi, j'appelle, j'ai horreur du gaspillage, et actuellement, on gaspille des compétences et on gaspille des chances patients à ne pas prendre en compte cela, qui est réalisé par une partie des biologistes, qui y croient encore et qui le font de manière anonyme, non connue et non reconnue. Donc à un moment, il va bien falloir le reconnaître, parce que sinon, les biologistes vont déserter la biologie et il n'y aura plus qu'une biologie dite industrielle. Je ne pense pas que ça sera très utile à la nation. Il faut regarder les autres pays qui ont ce type de biologie et se rendre compte qu'en prise en charge des patients, eh bien, il faut étudier cela. Et on se rendra compte que finalement, ce n'est pas efficient en termes de dépenses publiques. Madame Bollstahl, pour terminer, j'ai l'impression que vous avez des présidentes et des présidentes, voilà, on leur pose des questions sur des sujets très précis d'évolution. Ils ont envie d'agir, ils ont envie d'états généraux, ils sont actifs et bien présents là. À fond. Ouais, on est d'accord. Bon.